Binge audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Nous sommes 300 millions massés derrière la porte. C'est du gel. Génial. Non, fais pas ça. Non, tu sais, non. Mais je t'assure. Un seul gagnera, tous les autres mourront. À chacun de tes 693 dons de sperme, tu as toujours signé une clause de confidentialité. Toujours. Même pas numéroté. Seul un instinct nous guide. On n'est pas obligé de coucher. Je veux juste ton sperme. On nous a baptisés les spermatozoïdes. Pourquoi est-ce qu'on associe tellement le sperme à la virilité ? Cet été, dans Les couilles sur la table, on se pose cette question pour l'analyser sous toutes ses coutures. Après un premier épisode d'éducation sexuelle avec le docteur Marc Galliano, je vous propose un petit voyage dans le temps. On va remonter les siècles pour revenir à la source de la fascination, de l'obsession même, pour le sperme. Et ce qu'on va vite voir, c'est que c'est très lié à la construction sociale des masculinités. C'est une histoire très riche et passionnante, et c'est l'historienne Marie Wallin qui va nous la raconter en piochant dans les archives et les anecdotes les plus surprenantes de la médecine, la religion ou encore les luttes politiques gays. Je m'appelle Naomi Titi et vous écoutez le 2e épisode de Tout sur le sperme, une série du podcast Les couilles sur la table, créée par Victoire Tuaillon. Bonjour Marie Wallin. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse en histoire contemporaine à l'Université de Poitiers, spécialisée sur l'histoire des masculinités et des sexualités. En 2021, vous avez soutenu une thèse qui s'intitule « Savoir sur l'impuissance sexuelle en Espagne entre 1780 et 1910, contribution à une histoire de l'hétérosexualité ». Et dans vos recherches, vous explorez comment les sciences et la médecine contribuent à construire les masculinités. Et vous êtes l'une des coordinatrices d'un numéro à paraître sur les semences, qui sera publié dans la revue de sciences humaines Tracé. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'au fil des siècles, la médecine et les champs qui l'entourent ont un peu dit tout et son contraire sur le sperme et la virilité. Quand est-ce qu'on commence à associer les deux et en quels termes ? Cette association, elle est très ancienne. On trouve dès la Grèce archaïque, chez les médecins donc de l'Antiquité, une association très claire entre sperme et virilité. Et on trouve ça donc dans le corpus hippocratique. Parfois on parle de Hippocrate, mais en fait c'est plusieurs auteurs qui auraient écrit sur la médecine en général. Et on trouve ça aussi chez Aristote. Et, le philosophe. Voilà, le philosophe Aristote qui va beaucoup écrire sur la génération. Parmi ces médecins, il y a un débat qui est notamment de savoir est-ce qu'il y a une forme de sperme féminin ? Est-ce qu'il y a une semence féminine ? C'est pas cette théorie qui va gagner, entre guillemets, mais Aristote, lui, va soutenir que non, il n'y a pas de semence féminine. Pourquoi ? Parce que seul le corps masculin, qui est plus chaud et plus parfait pour cela, parce qu'il est plus chaud, il est plus parfait, seul le corps masculin peut fabriquer du sperme. Et donc, il explique que le sperme, il est tiré du sang, et c'est le résultat d'une sorte de coction du sang, c'est-à-dire soit le sang qui aurait chauffé dans ce corps masculin, soit la partie chaude du sang. Voilà. Et c'est pour ça que le sperme est blanc et un peu comme une écume, parce que voilà, il aurait chauffé. Bon, et finalement, les médecins du corpus hippocratique et ensuite Galien, sur lequel est basée la médecine jusqu'au XIXe siècle, la médecine européenne, vont estimer qu'il y a bien une semence féminine qui est émise au moment de l'orgasme, comme la semence masculine, mais malgré tout, cette semence féminine serait quand même un peu moins bien, un peu moins parfaite que le sperme masculin. Il y a toujours une hiérarchie. Ouais, toujours. Donc ça, c'est vraiment une idée qui a parcouru les siècles et qui fait qu'encore aujourd'hui, le sperme est associé beaucoup à la virilité. Mais j'ai envie de dire, c'est complètement faux, médicalement, scientifiquement, non ?
Alors, le fait que le corps masculin est plus parfait que le corps féminin, on peut peut-être dire que c'est faux, effectivement. Pareil, chez ces médecins, on lit ça aussi au 19e siècle, on voit que le sperme serait le fluide le plus vital de l'organisme. Donc, on en parlera après peut-être, mais perdre ce fluide vital, c'est catastrophique pour l'énergie corporelle. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est faux. Et il y a eu des travaux aussi d'anthropologues, notamment une anthropologue qui s'appelle Emily Martin, qui a travaillé aussi sur les représentations de la fécondation, mais dans la médecine actuelle. Et elle montre que, par exemple, pendant longtemps, on a négligé le rôle actif de l'ovule, parce que l'ovule ne se déplace pas comme le spermatozoïde, mais par contre, il a un rôle chimique d'attraction. Et donc, il y a vraiment une activité au moment de la fécondation, des gamètes qui se rencontrent, mais pas seulement des gamètes masculines, en fait. Oui, parce qu'il y avait cette croyance pendant longtemps que le spermatozoïde, c'était les gamètes actives qui faisaient en gros tout le travail et que les ovules ne faisaient que attendre et recevoir les spermatozoïdes, alors qu'en fait, c'est bien plus compliqué que ça. C'est ça. Emily Martin, elle parle du mythe de la princesse endormie pour décrire cet ovule qui attend son prince charmant, qui est le spermatozoïde le plus résistant, qui va réussir, le plus résistant, le plus rapide, le plus fort et qui va réussir à pénétrer l'ovule. Et dans vos recherches, vous avez repéré que tout ce discours-là, il traverse les siècles. Et dès le XVIIe siècle, il y a une obsession très vraiment particulière dans le champ de la médecine contre la masturbation masculine, ce qu'on appelle l'onanisme à cette époque. C'est une référence biblique à Onan, fils de Judas, dont on disait qu'il préférait répandre sa semence à terre que de donner des enfants à la veuve de son frère. Donc ça donne une petite indication de comment la masturbation masculine était perçue à cette époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'on en disait plus précisément ? Oui, alors c'est vrai que la masturbation et donc l'onanisme, c'est vrai ce nom qui est repris, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est repris par des médecins et finalement, c'est plus les médecins que l'Église qui, au XVIIIe et XIXe siècle, vont faire de l'onanisme une maladie très grave. En fait, l'Église ça se préoccupe moins finalement que les médecins de cette question-là. Et donc, en général, on date un peu cette obsession pour l'onanisme du début du XVIIIe siècle avec des ouvrages qui vont vraiment toucher un très large public, en fait. On a un ouvrage qui est d'abord anonyme, qui s'appelle Onania, qui va mettre en garde contre les méfaits de la masturbation, et ensuite un ouvrage qui est très célèbre, qui est le fait d'un médecin suisse qui s'appelle Samuel Auguste Tissot, et il publie donc en 1758 en Suisse l'onanisme ou dissertation physique sur les maladies produites par la masturbation. Et cet ouvrage, c'est un vrai best-seller parce qu'il est traduit dans plein de langues différentes. Il fait aussi un peu scandale. Parfois, il est interdit. En Espagne, par exemple, il est interdit, autorisé, traduit sous le manteau, etc., quoi. Voilà, Tissot, ce qu'il explique, c'est donc ce que je disais rapidement tout à l'heure, c'est le fait que si on perd trop de sperme, notamment les hommes, il est vraiment centré sur les hommes, même s'il va plaquer après son analyse sur la masturbation féminine. Voilà, le truc, c'est si on perd trop de sperme, les hommes vont finir par s'épuiser physiquement, mais aussi mentalement. Pourquoi est-ce qu'il y a un épuisement mental ? C'est parce qu'il y a une connexion, en fait, entre le cerveau et la fonction sexuelle, la fonction génitale, par le biais de l'imagination. Et donc, Tissot va expliquer que, en fait, c'est un fonctionnement comme avec une addiction, en fait. Le masturbateur, plus il se masturbe et plus il va penser à la masturbation. Et ça va finir par l'épuiser mentalement. Il pense plus qu'à ça. Et en même temps, physiquement, ces masturbations-là vont faire qu'il va perdre donc son énergie vitale par son énergie masculine. Son énergie masculine par des pertes séminales beaucoup trop importantes, quoi. Et donc moi, ce que j'ai vu dans ma thèse, c'était que c'était une cause d'impuissance, mais certains médecins vont jusqu'à dire que ça peut tuer, en fait, quoi. Oui, c'est ça, les conséquences physiques de la masturbation. Dans tous ces ouvrages, vous en parlez dans votre travail.
On dit que la masturbation, ça peut causer une irritation des nerfs, des spasmes, des paralysies, qu'on peut perdre la vue et l'ouïe, que ça cause de l'arthrite, des pertes de mémoire, de la paresse, de la mélancolie, de la démence, des troubles du fonctionnement de l'appareil génital. Bon, ça, on est d'accord, c'est construit de toutes pièces, c'est pas des vrais trucs, non ? À l'époque, c'est des savoirs. À l'époque, ils pensent que ça, c'est vrai, et parce qu'on explique le corps humain différemment. Oui, effectivement, aujourd'hui, on peut dire que c'est faux. Mais disons que ça avait une logique. Aujourd'hui, ça nous paraît absurde, mais à l'époque, c'était vraiment des savoirs scientifiques parce qu'on expliquait le corps humain comme parcouru de nerfs. Donc, voilà, ce que Tissot explique, c'est que ça va lui provoquer une maladie nerveuse et un épuisement nerveux. Et on estime que les maladies nerveuses peuvent provoquer ces symptômes-là jusqu'à la perte des sens, en fait, quoi. Et après, il y a une autre confusion aussi à l'époque, c'est la confusion avec les maladies vénériennes, les IST. Et en fait, on associe le fait d'avoir une mauvaise pratique de la sexualité, c'est-à-dire hors mariage, hors coït hétérosexuel. Enfin, c'est des excès dans la sexualité, le fait d'avoir une sexualité comme ça hors norme, quoi. Et qui ne soit pas reproductive. Oui, surtout non reproductible, effectivement. Mais aussi avec des pratiques qui sont tournées uniquement vers le plaisir. Et c'est ça le problème aussi de la masturbation. Et ça, c'est ce qu'explique Thomas Laqueur dans un ouvrage qui s'appelle « Le sexe en solitaire », qui est un ouvrage d'histoire qui a fait date, qui est publié en anglais, mais qui est traduit en français depuis longtemps. Il explique que le problème de la masturbation, c'est que c'est tourné uniquement vers le plaisir et vers un plaisir autonome. Et donc, ce serait un peu au moment où il y a beaucoup de changements dans la société, parce qu'on passe d'une société d'Ancien Régime à une société où les individus ont plus de liberté. Ce serait un peu comme le symbole d'une liberté dévoyée, parce que c'est l'individu qui s'occupe que de lui-même pour son unique plaisir et qui s'occupe plus du tout de sa famille, du bien collectif, de la société en général, en fait. Ça empêcherait d'être un bon père de famille, quoi. Complètement. Et à votre avis, pourquoi est-ce que ces théories, elles ont autant pris à cette époque ? Pourquoi ces ouvrages-là, c'était des best-sellers ? Pourquoi on y croyait aussi facilement ? Ça, c'est vrai que c'est intéressant. En fait, on pense aussi en histoire qu'en général, quand un livre fonctionne aussi bien, c'est ses savoirs, croyances, représentations circulaient déjà avant. En fait, c'est pas le livre en lui-même qui va créer ça, ça va le renforcer et ça vient agir sur des angoisses qui étaient déjà là. Donc là, par contre, peut-être que le sentiment religieux quand même et la morale religieuse est importante en Europe, que ce soit à travers le protestantisme ou le catholicisme. Enfin, on est quand même dans un environnement religieux où ce genre de pratiques sexuelles non tournées vers la reproduction sont considérées comme des péchés. Et donc, on a peur aussi de ce quelles pourraient être les conséquences, en fait, de telles pratiques. Donc, c'est comme si on appuyait avec un sceau médical, scientifique, des craintes qui sont liées à la morale, à la religion, et qui finalement permettent de trouver d'autres manières d'être plus en accord avec sa foi. Oui, c'est ça, avec sa foi. Ça ne veut pas dire que les gens se masturbaient pas a priori. Mais... Ouais. Au cours de vos recherches, vous avez parlé tout à l'heure de votre thèse sur l'impuissance et en effet, vous tissez un lien direct entre ces craintes autour de la masturbation et l'impuissance, enfin ce qu'on appelle l'impuissance, donc les dysfonctions érectiles. Et vous racontez dans votre travail des procès au XIXe siècle sur des demandes d'annulation de mariage à cause de l'impuissance du mari. Et là encore, ça a tout à voir avec les représentations genrées du sperme. Oui, donc ces procès d'annulation de mariage pour impuissance, c'est en général ce qu'on connaît comme mariage non consommé. Après, on sait moins que l'Église appelle ça impuissance. Après, ce que l'Église appelle impuissance, à l'époque en tout cas, au début du 19e, ça peut aussi toucher les femmes. En fait, c'est toutes les situations où on ne peut pas pratiquer le coït. Et le coït dans les conditions considérées comme normales par l'Église, c'est-à-dire coït reproductif, position du missionnaire en gros, quoi. Voilà. C'est juste pour avoir des enfants, quoi. Voilà, avoir des enfants et aussi toujours cette idée d'avoir des pratiques sexuelles morales, quand même. Même si on a une sexualité, la sexualité dans le mariage, c'est OK, mais si on reste dans un cas de certaines pratiques, quoi. C'est quand même plus souvent des hommes qui sont accusés d'impuissance et effectivement pour des questions de dysfonction érectile. Et donc, je trouve quelques cas de personnes qui sont accusées devant les tribunaux d'être impuissants et c'est les médecins qui vont attribuer
l'impuissance à trop de masturbation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour que les médecins le sachent, il faut quand même que la personne, le plaignant, l'ait confessé. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il le faisait. Et je pense que là, mon hypothèse, c'est qu'en fait, c'était très courant et que finalement, tout le monde ne pensait pas non plus que c'était une pratique aussi terrible que ce que disent les traités médicaux. Et donc, il y a plusieurs cas où des médecins vont dire, en fait, le problème, c'est qu'il s'est adonné à la masturbation dans son adolescence. Alors, au début du siècle, on pense qu'ils sont irrécupérables. Et puis, au fur et à mesure, la médecine va penser que, non, en fait, si on régule ces comportements-là, s'ils se retournent vers le coït hétérosexuel, en fait, ça va fonctionner de nouveau. Est-ce que là, on peut parler de biopolitique ? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, justement ? Oui, alors la biopolitique, c'est un concept qui a été élaboré par Foucault, notamment, et qui va en fait parler de comment tout ce qui concerne le corps et notamment la sexualité, la reproduction, représente des enjeux véritablement politiques et aussi pour les États, par exemple. Donc Foucault va montrer aussi comment, à partir d'une certaine époque, le fait d'avoir une population plus nombreuse et une population aussi plus résistante, c'est un enjeu pour les États parce que c'est ce qui va leur donner plus de puissance dans un contexte notamment belliqueux. C'est-à-dire que plus il y a de guerre, plus on a besoin de bras. Avec le développement de l'industrie et du capitalisme aussi, plus on a besoin de bras et de bras résistants en fait pour être plus riche, quoi, tout simplement. Oui, c'est justement, vous parlez de guerre et c'est quelque chose qui revient, ces préoccupations autour de la masturbation des hommes et plus largement en fait de tout ce qui n'est pas un coït hétérosexuel. On retrouve ces craintes-là jusqu'au XXe siècle, lors des temps de guerre et lors du service militaire obligatoire, puisque dans ce contexte-là, les hommes étaient enfermés entre eux, souvent de façon assez exiguë, avec peu d'intimité. Et ce sujet-là du sexe, ça crispait beaucoup et c'était un sujet de maintien de l'ordre presque. Est-ce que cette fascination autour du sperme qui court jusqu'à nos jours, elle est liée aussi à ces formes de casernement, d'enfermement des hommes entre eux ? C'est sûr qu'il y a beaucoup de peur sur les moments de sociabilité d'entre-soi masculin autour de la sexualité. Et là, je pense qu'au-delà de la masturbation, c'est aussi l'homosexualité masculine qui fait peur et qu'on veut contrôler. Et du coup, c'est vrai que l'expérience du service militaire, c'est aussi même là, dans les représentations, un moment de passage à la virilité, un passage à l'âge adulte pour les jeunes garçons. Donc, c'est une expérience en soi, comme ça, un rite de passage, voilà. Et pour détourner un petit peu ce risque-là de masturbation ou d'homo-érotisme, soit il y a le contrôle et la surveillance, il y a aussi le rite de passage à la maison close quand elles sont encore autorisées pour un peu évacuer cette énergie masculine qui est de trop, quoi. Oui, avec cette grosse place, notamment par exemple, je pense aux périodes coloniales, de la prostitution coloniale sur laquelle l'historienne Christelle Tarot a beaucoup travaillé. Et ça, cette histoire de contrôler les corps, contrôler la sexualité des hommes pour que ça rentre dans un objectif étatique, ça se retrouve aussi dans d'un autre pan de l'appréhension des représentations du sperme, c'est la dimension eugéniste, c'est-à-dire la science de sélection des êtres humains. Vous en parlez un petit peu dans votre travail. Et ici, c'est vraiment la semence, la dimension reproductrice du sperme qu'on associe directement à une masculinité performante, virile, mais aussi vraiment hétérosexuelle et même blanche. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, on va retrouver aussi ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux qualités qu'on attribue au sperme, qui sont des qualités de la virilité, en fait, par comparaison avec les humains. Et on retrouve ça dans les théories médicales sur les questions de comment est-ce qu'on peut avoir un garçon ou une fille. Et donc, il y a beaucoup de médecins qui vont expliquer que, je parle là du 19e siècle, mais on retrouve ça aussi dans le corpus hippocratique. En gros, plus le sperme est de qualité, plus il est puissant, énergétique, etc. Et plus il y a de chances, entre guillemets, de faire un garçon. Un garçon, ouais. Voilà. Et donc, on va retrouver ces attributs-là dans la semence. Et les médecins, au 19e, expliquent aussi que si dans un couple, la femme domine un peu trop, au contraire, là, il va y avoir une prédominance donc, de cette semence féminine dont on pense qu'elle existe quand même jusqu'à à peu près la moitié du 19e siècle. Et donc, l'enfant sera une fille.
On va retrouver ça après, ces représentations-là, dans l'eugénisme, donc qui naît en gros à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Il faut s'imaginer aussi que quand l'eugénisme naît, il n'y a pas encore eu les crimes nazis. Et donc, on n'a pas la même vision de l'eugénisme qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des médecins et des scientifiques, même aussi de tous bords politiques, qui vont considérer que c'est un vrai progrès pour l'espèce humaine et que, en particulier, il y a des médecins et des savants de gauche qui vont défendre une approche eugéniste pour libérer la classe ouvrière, en fait, de leur misère, parce que par le contrôle des naissances et par le contrôle, en fait, de la natalité, on va libérer les classes ouvrières du fardeau d'avoir trop d'enfants et d'avoir trop d'enfants qui sont en mauvaise santé. Ah oui. Voilà. Donc ça, il faut remettre ça bien dans son contexte parce que c'est pas du tout le contexte qu'on imagine aujourd'hui. Voilà. Et donc, évidemment, là-dedans, on est aussi dans une période de colonisation, fin 19e, début 20e. Et donc, dans ces représentations, on va retrouver aussi tout ce qui est théorie raciale. Les individus qu'on veut voir se reproduire, c'est les hommes les plus puissants, les plus résistants, si on parle de masculinité, et aussi les hommes blancs. Voilà. Et donc, à partir de là, on va sélectionner ces meilleurs êtres humains, mais sur des critères qui sont parcourus par le genre et la race, quoi. Et il y a aussi une dimension par rapport à l'eugénisme qui, du coup, se retrouve après, à l'ère des crimes nazis, sur le fait d'avoir des corps aptes, se débarrasser des corps inaptes. Donc ça, c'est une dimension vraiment validiste, de se débarrasser des corps qui ne sont pas productifs, qui ne peuvent pas devenir des soldats pour la nation aryenne, et jusqu'à la fin du XXe siècle avec l'épidémie du VIH-Sida. Là aussi, du coup, la place du sperme est très forte. Ça fait une frontière entre la bonne et la mauvaise masculinité. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ces questions d'eugénisme, elles m'intéressent aussi parce qu'elles posent des questions jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que, au final, aujourd'hui, quand on se lance dans un parcours reproductif, que ce soit par une PMA ou par une des méthodes naturelles hétérosexuelles, il y a toujours un moment quand même où on va avoir des tests pour savoir si l'enfant souffre de certaines maladies héréditaires, etc. Donc il y a quand même une forme d'eugénisme aussi dans cette sélection-là, même si on peut entendre complètement que effectivement on n'a pas envie de mener à terme une grossesse qui donne à naître un enfant qui va vivre 3 jours, quoi. Enfin, c'est toute cette question-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir où se situe la frontière et quelle représentation se cache aussi dans ces sélections-là et tout ce qui entoure en fait la reproduction au niveau médical. Ces pratiques eugénistes, elles visent aussi donc à protéger, à mettre en place des mesures de prévention sanitaire. Et en même temps, on va aussi retrouver ces questions de prévention dans la question des maladies sexuellement transmissibles. Donc évidemment, à nouveau, là, on ne va pas dire que c'est pas une bonne chose en fait d'avoir des pratiques de prévention par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. La question, c'est aussi quelles sont les populations qu'on va principalement cibler comme vectrices de ces maladies. Et donc, historiquement, dans certains pays, comme en Amérique latine, les hommes ont été quand même identifiés comme des vecteurs principaux des maladies sexuellement transmissibles. Ça, je trouve ça aussi intéressant parce que souvent, on incriminait beaucoup les femmes, les prostituées, et encore plus les prostituées en situation coloniale. Et je trouve ça intéressant que dans certains pays, comme en Argentine, par exemple, c'est quand même aussi beaucoup les hommes qui ont été ciblés pour des questions aussi de moralité par rapport à leur sexualité. Mais bon, voilà. Et ce qui s'est passé pendant l'épidémie de sida, et notamment au début, c'est que cette épidémie, elle a été perçue comme une maladie de gays. Voilà. Le cancer gay, c'est le ça cancer gay, qu'on disait. Voilà. Et après ça, c'était une maladie, et c'est peut-être toujours dans les représentations, une maladie de population africaine. Et donc, il y a une stigmatisation de populations spécifiques, subalternes, qui sont aussi rendues responsables finalement de leur contamination. Et ça, dans les travaux actuels de sociologues, on voit que c'est quelque chose qui est toujours enraciné. Des hommes gays qui vont être contaminés par le VIH vont se dire, c'est Mélanie Pérez qui travaille à l'INED, qui
voient qu'ils se disent « si j'avais pas été PD, j'aurais jamais été contaminé par le VIH ». Alors qu'en fait, les chiffres en 2000, donc les derniers chiffres que j'ai vus, là, c'est 2023 en France, montrent que, en fait, les rapports hétérosexuels sont responsables à 55% des contaminations par le VIH. Donc on n'est plus du tout sur une prédominance des populations homosexuelles. Pour contrer cette homophobie internalisée et retourner cette honte associée à la sexualité gay, un mouvement culturel et pornographique est né dans les années 90. C'est la culture du barebacking. Littéralement, bareback, ça veut dire chevaucher à cru. Ça désigne la pratique du rapport sexuel anal sans capote. On en arrive donc à une autre façon de représenter le sperme, sous sa dimension érotique cette fois-ci. En lisant l'appel à contribution du numéro de la revue Tracé sur les semences, je découvre le chercheur Tim Dean. Il explique que dans les années post-crise du sida, avec l'arrivée des trithérapies et la chute de la mortalité, l'accroissement des pratiques de bareback et leur représentation dans le porno gay a servi en partie à reprendre du pouvoir sur la mort et inverser le stigmate en montrant des pratiques déviantes de la norme sous un jour plus désirable. Il faut savoir qu'avant la généralisation de la PrEP, une stratégie de prévention du VIH, la pratique du bareback était très polémique au sein de la communauté gay. Certains reprochant à ses plus fervents promoteurs d'être irresponsables et individualistes. Au tournant des années 2000, cette controverse s'est incarnée entre l'écrivain Guillaume Dustan et Didier Lestrade, fondateur d'ACT UP Paris, l'historique association de lutte contre le VIH-Sida. Si ça vous intéresse de creuser sur ça, on vous glisse quelques références sur la page de l'épisode. Le chercheur Florian Voros, mon prochain invité pour parler du défi NoFap, évoque lui aussi ce fétiche du sperme dans ses travaux sur le porno. Et ce qu'il a analysé, c'est que cette érotisation, on la retrouve dans le porno hétéro, évidemment. Il s'agit de montrer des éjaculations très impressionnantes, avec un objectif de visibilité maximale, et le plus souvent pour marquer la fin d'une scène. Plus l'éjac est volumineuse et puissante, plus l'homme qui la produit paraît performant et donc viril. En menant des entretiens avec plein d'hommes, hétéros, bisexuels ou gays, Florian Voros a constaté que tout cet imaginaire pornographique a contribué à dessiner les contours de leur propre pratique sexuelle. Donc, tout cet héritage qu'on vient de dérouler et qui a connu un premier pic au XIXe siècle, ça a donné une grande importance au sperme, à la masturbation, l'éjaculation, et ça a mis un enjeu très fort sur la puissance sexuelle des hommes. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, le sperme, il nous obsède et nous fascine autant ? C'est difficile de savoir aussi à quel point les représentations du 19e arrivent jusqu'à nos jours, mais c'est vrai qu'on crée des ponts aussi entre nos travaux avec Florian Voros, parce que justement, ça nous choque de voir à quel point, dans ce que lui, il travaille, et moi, mes archives, il y a des points communs incroyables, en fait, quoi. Donc ça, c'est sûr que ce qui est intéressant aussi par rapport à ces sources du 19e, c'est qu'en fait, les médecins vont élaborer des théories médicales ultra sophistiquées pour expliquer des choses qui aujourd'hui font partie d'une sorte de sens commun. Oui, je pense qu'il y a quand même une permanence parce qu'au 19e siècle, c'est aussi le moment où se construit quand même cette société qu'on connaît aujourd'hui, individualiste, capitaliste, avec des États-nations, très tournés vers la guerre, qui se construisent aussi sur la colonisation. Et je pense qu'on a un héritage très fort quand même de ce qui se met en place au 19e siècle en termes de masculinité et de virilité. Le 19e, c'est vraiment l'explosion de la virilité, quoi. Vous travaillez peu sur la période actuelle, mais justement en faisant les ponts avec votre travail qui est centré sur le 19e et puis des représentations plus contemporaines du sperme et de la masculinité, vous pensez que c'est encore un symbole d'énergie masculine fort ? Oui, j'ai l'impression. Et puis, je pense que l'épisode suivant sur le NoFap le montrera, parce que du coup, il y a toujours l'idée qu'il faut
économiser son sperme pour concentrer sa masculinité. Alors maintenant, au 19e, ils ne connaissaient pas encore les hormones, mais maintenant on va dire que ça permet de concentrer la testostérone, etc. Je crois que ça n'a pas du tout été prouvé, mais voilà, il y a toujours cette idée-là. Et moi aussi, un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps, là aussi, qui m'a fait un peu rire, hein, j'avoue, mais c'est la course de spermatozoïdes qui a été retransmise en direct, depuis Los Angeles, où apparemment c'était pour avertir contre la croissance de l'infertilité masculine. This will be one race. The first to finish wins. All of you in the crowd, by definition, have done this once, as have these two. Bon, moi, ce que je vois quand je regarde ça, c'est vraiment, franchement, un concours de bites, mais filmé au microscope, avec, à la fin, voilà, celui qui a gagné, il a quand même gagné un trophée en spermatozoïde géant. La photo, il est entouré par 2 pin-up. Enfin, voilà, c'est une mise en scène de la masculinité qui est assez incroyable, quoi. Et là, on est toujours dedans, quoi. Pour finir, quelle œuvre d'art vous souhaitez nous recommander en lien avec notre conversation ? Bah ça, c'est une question ça m'a posé un peu question parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de choses que moi j'ai envie de lire ou de regarder qui mettent vraiment en scène le sperme et la valorisation de la masculinité. Du coup, j'ai pensé à 2 choses déjà, mais c'est très connu en ce moment. Mais moi, j'ai vu cette course de spermatozoïdes à travers le compte Insta, le Tréma, avec ces vidéos. Est-ce que les hétérosexuels vont bien ? Donc voilà, je voulais recommander ça. On est ensuite, très fans aussi ici avec Jojo. Voilà, donc je recommande ça. Et ensuite aussi, j'ai pensé à un chant qui est chanté par des chorales féministes qui s'appelle « Filles de lesbiennes » et je vous invite à aller l'écouter pour réfléchir un petit peu à comment on peut s'émanciper de cette dépendance vis-à-vis du sperme et de la masculinité. Très bien, merci beaucoup Marie Wallin. Merci à vous. Voilà, c'était l'épisode 118 des Couilles sur la table, le 2e volet de notre série d'été Tout sur le sperme, avec l'historienne Marie Wallin. Je vous redonne le titre de sa thèse. Savoir sur l'impuissance sexuelle en Espagne, année 1780-1910, contribution à une histoire de l'hétérosexualité. Pour l'instant, elle n'est pas accessible au public, mais elle va bientôt être adaptée en livre. La parution est prévue pour le printemps 2026 aux éditions Gallimard. Toutes les références qu'on a citées sont à retrouver dans la description. Pour l'épisode qui vient, le chercheur Florian Voros, que j'ai cité un peu plus tôt, va nous parler du NoFap. C'est une sorte de mouvement, une trend, une tendance de développement personnel sur Internet autour de l'abstinence de masturbation, et ce mouvement flirte dangereusement avec le masculinisme. En activant les notifications, vous serez averti de la sortie de l'épisode, alors si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast et cliquez sur la petite cloche. Les Couilles sur la table, c'est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Je m'appelle Naomi Titi, je m'occupe de la supervision de ce programme et c'est moi qui ai préparé, mené et monté cet entretien. Paul Berthiaud, notre ingé son, s'est occupé de la réalisation et du mixage. Marie Foulon est la productrice et c'est elle qui s'est occupée de l'édition. Lise Niederkorn de la communication. Thomas Rozek est le rédac-chef de Binge Audio. Et à l'origine, cette série d'été était une idée de Victoire Tuaillon. J'espère que cet entretien vous a passionné autant que moi. Pour soutenir notre travail, vous pouvez laisser des commentaires, l'envoyer à plein de gens, le partager sur les réseaux sociaux en taguant notre compte et vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre appli. Et puis, si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez nous laisser un mail. L'adresse, c'est lescouillessurlatable@binge.audio. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir la suite de cette série d'été. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.